après-midi, j'ai regardé un peu parce que maintenant sur Internet c'est facile et j'ai vu Christian Ki, Sushi Ki à Marseille. Donc vous êtes un restaurant de sushi? Pas vraiment en fait. En fait, vous avez un micro, pourquoi je vous tends le mien? Hop, causez dans le vôtre. En fait, pourquoi ça s'appelle Sushi Ki? Bon, je m'appelle Ki, bon, voilà, Sushi Ki. Et quand on débute dans le métier... Remontez-le un peu, juste bien devant la bouche. Okay, je sais bien que c'est pas toujours pratique. Voilà. Et quand on débute dans le métier, on manque un peu de confiance en soi. Et du coup, j'ai repris les recettes et les techniques que des maîtres japonais m'avaient appris à Los Angeles. Et donc, j'ai créé mon petit restaurant en débutant simplement avec... et puis, au bout d'un moment, j'ai pris les menus, je les ai jetés à la poubelle et j'ai commencé à inventer des plats à travers ce que je trouvais avec les pêcheurs. Et donc, le sushi... Il me met un peu dans une case, mais c'est vrai que je travaille le poisson cru, mais aussi. Mais voilà, je suis pas japonais, donc je suis pas rentré dans une sorte de tradition japonaise, même si j'ai pris des choses d'eux et que j'admire la culture japonaise. Donc sushi parfois, et j'essaye aussi de m'échapper de on va voir ce que vous avez fait. Alors, pour faire court, vous n'êtes pas restaurateur de métier. Vous avez une vie antérieure qui est celle d'architecte paysagiste. Quel est le lien entre cette continuité dans votre vie professionnelle ou cette rupture? Ouais, pour moi c'est un lien parce que pareil, j'avais créé des systèmes dans mon métier qui étaient des systèmes de liberté. Et en fait, je voulais pas écrire des projets tout ficelés. Et du coup, j'écrivais des... je voulais que les gens, que les maîtres d'ouvrage me payent pour un travail de terrain. Et donc ce travail de terrain, j'allais avec un photographe sur des lieux que je devais aménager ou créer, etc. Et on prenait des photos, j'écrivais des petits poèmes, des choses comme ça. Et le soir, il y avait toujours quelque chose qui allait se créer. Il y avait du coup cette confiance qu'en laissant un peu le temps, la créativité allait se faire. Et ce que j'ai reproduit ensuite en allant sur les marchés, en ne sachant pas ce que j'allais prendre, mais en regardant les belles choses qui arrivaient de la mer, et d'inventer des recettes pour le soir. Donc, alors, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est du poisson. Alors, Marc Offret, alors on va le prononcer à la bretonne, hein, Marc Offret. Alors, ouais. Pour certains, c'est Marc Offret, ET. Je sais bien qu'ici, en Loire-Atlantique, c'est plutôt Offret. Mais nous, comme on est tous les deux du Sud Finistère, on va parler comme si on était sur le port de Port-la-Forêt, de Port-Laf. Marc Offret, bonjour, bienvenue. Bonjour à tous. Donc, vous êtes pêcheur? Oui, pêcheur de bar à la ligne. Alors, le bar, déjà, c'est quoi? On va montrer, hop, un bar, parce que je suis pas... Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que je vous fais un procès d'intention, mais peut-être que vous ne savez pas à quoi ressemble un bar. Donc, voilà le bar. Bien raide. Et qui gîmet, bien sûr. Oui, alors on reviendra tout à l'heure sur une technique particulière que vous allez nous présenter. Donc, un bar qui vit... Il vit où, le bar? Celui que vous pêchez? Dans l'eau de mer, évidemment, oui. Mais encore. Là, je le pêche... En Méditerranée, on appelle ça un loup, hein, c'est ça, Isabelle? Oui, je le pêche aux alentours de l'archipel des Glénans. Alors, voilà. Les Glénans, c'est un tas de cailloux, un gros tas de cailloux. Voilà, petit tas de cailloux qui se situe au sud du Finistère. Quoi. Et alors, vous le pêchez comment? Alors, j'ai différentes techniques. Hein. Je peux aussi bien le pêcher à la canne avec des leurres dures, des cuillères qu'on appelle ça, ou alors je peux le pêcher également à la traîne avec des leurres en caoutchouc. Voilà. Alors à la traîne, c'est que à la ligne, je tiens une ligne à la main. En fait. Voilà, je tiens une ligne à la main. La ligne derrière votre bateau. Derrière le bateau avec une douzaine de leurres et puis et je passe dans une détection de poissons. Quoi. Je cherche le poisson avant de mettre ma ligne. Ça sert à rien. Vous avez un instrument électronique à bord qui... Moi, j'ai un sondeur qui me montre le fond et puis avec ça, je vois s'il y a de la détection de bar et je passe dedans après. Alors c'est le sondeur, il vous dit hop, ici il y a du bar et il suffit de mettre la ligne. C'est un petit peu ça. Je vais faire simple. C'est fastoche. Ouais, je vais faire simple, c'est un petit peu ça. Ouais. Alors le bar, sa particularité, c'est qu'il aime les eaux un peu tumultueuses. Ouais, ça bouge un petit peu. Parce qu'il a besoin d'oxygène. Tout à fait. Il aime bien quand ça bouge. Par temps calme, on le pêche aussi, parce qu'il a besoin de manger de toute façon. Ouais, mais il roupille un petit peu, non, par temps calme? Oui, non, parce qu'en fait, il se nourrit très souvent. Ouais. Donc c'est un carnassier? C'est un carnassier, tout à fait.
Et comment dire, oui, on peut le pêcher du matin au soir. Non, alors je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Ouais. Parce que j'ai... pourquoi on appelle... nous, on appelle à Marseille le bar le loup. Et je travaille sur un bateau pendant l'été. Et du coup, ce qui est sympa, c'est que tous les déchets de poissons, etc., je les rejette à la mer. Et du coup, j'assiste à des scènes intéressantes de poissons qui viennent manger. Et comme c'est le premier bateau du port, du coup, il y a l'eau du large qui vient. Et du coup, il y a des poissons qui se planquent sous la coque. Et donc, j'ai assisté à des scènes de chasse, et notamment de loups. Et en fait, j'ai vu une façon de chasser comme une meute de loups. Donc, un en bas, deux sur les côtés, un en haut, qui resserrait. Tout à fait, ouais, ça fonctionne comme ça. Et donc, je conclu que le terme loup, en tout cas dans le sud, revenait peut-être à cette technique de chasse. Analogie. Voilà. Alors, donc là, le poisson, hop, il est pêché. On a une petite marque, on va en dire un mot tout de suite. C'est Pointe de Bretagne, barre de ligne. Donc, ça identifie bien l'origine et la manière dont vous avez capturé le poisson. Oui, tout à fait. Moi, je fais partie de l'association des ligneurs de la Pointe de Bretagne. Et en fait, je vais faire court, mais on a une charte en fait, qui nous dit comment un petit peu travailler le poisson. C'est-à-dire un poisson qui doit avoir moins de 24 heures avant de le mettre en criée, des choses comme ça. Un poisson qui doit être saigné. Déjà, ça, c'est la première étape. Hein. Et puis glacé, etc. Enfin, tout ce qu'il faut pour qu'on ait une belle qualité de chair et un beau poisson. Quoi. Alors, pour faire court, on peut dire qu'il y a trois manières de trouver du bar, trois origines de bar sur les étals. Il y a le bar d'élevage. Tout à fait. Qui est élevé en Grèce, en Croatie. Même en Sud-Corse. Même dans le Sud-Corse. Ouais, bon, celui-là, on oublie parce que c'est de l'élevage, donc l'élevage industriel. On n'en parle pas, on n'en parle plus. Une autre technique, c'est au chalut, à certaines périodes de l'année. Donc une grande poche qui va sur la concentration de poissons. Ça, on n'aime pas beaucoup parce que quand le poisson est concentré, généralement, c'est la période de frayère, la période de frai. Et en fait, on ne va pas aller pêcher un poisson qui est en train de frayer. C'est la reproduction. C'est une bêtise complète. Mais eux, ils le font et ça nous énerve beaucoup. Ça, c'est clair. Bon, on ne va pas s'énerver plus, donc on va rester là. Et puis la troisième technique, on l'a vu, c'est celle que vous employez, à savoir la ligne, soit la canne, soit très dans et au filet droit. C'est ça Oui, les pêcheurs artisans le prennent avec des filets aussi. Mais de façon, chez nous, c'est pas intensif, quoi. C'est vraiment, ils prennent ça de façon accessoire. D'accord. Donc une pêche accessoire en Méditerranée, au filet. Donc une fois qu'il est pêché, vous l'avez saigné pour qu'il ait l'estampille barre de ligne de la Pointe de Bretagne. Et puis là, on a une autre technique aujourd'hui, dont on va rentrer un peu plus dans le détail. C'est la fameuse technique Ikijime. Qu'est-ce que en fait, c'est une technique d'abattage du poisson à la japonaise. Première chose, il faut que le poisson soit vivant pour pouvoir l'abattre. S'il a saigné, s'il est abîmé, c'est même pas la peine, il ne sera pas bon. Donc globalement, à la ligne, il remonte vivant. Il remonte vivant de toute façon, tout le temps. Ensuite, on le tue cérébralement. Je sais pas, je peux peut-être montrer avec un couteau. Alors, on va vous montrer comment ça se passe. Alors, je ne sais pas au niveau de l'image, si vous la voyez, notre ami va approcher. Voilà. Et hop. Donc on le tient comme ça, il est tout vivant. Et puis on lui met une lame de couteau juste au niveau du cerveau qui est là. Clac, juste derrière. Schlac. Vous faites ça à bord? Ouais, je fais ça à bord. Bon, il n'y a pas intérêt de se louper parce que comme on est dans des zones où ça bouge un peu, voire beaucoup, vous avez pied marin. On essaye. Heureusement. Une fois qu'il est tué cérébralement, il ne bouge plus, il tombe. Il est mort. Ensuite, je passe... je vais le prendre dans l'autre sens parce que c'est plus mon... Ouais, si vous êtes droitier, c'est plus comme ça. Ensuite, je enfonce une lame. On va enlever la caisse. J'enfonce une lame au niveau des ouïes, là, et je viens chercher la colonne vertébrale, une jonction entre les vertèbres, quoi, et je la casse. Là, le poisson se met à saigner énormément. Donc, il faut qu'il soit saigné, là. Ouais. Ensuite, je coupe la queue. Celui-là, je l'ai fait différemment. Je coupe la queue environ 3-4 cm. Voilà. Et là j'ai la rate centrale.
Et ici, si on peut voir, il y a un petit Il y a canal. un petit point, oui, on voit à l'image, on le voit. Il y a un petit point. canal ici, c'est le canal de la moelle épinière. D'accord. Et là, je rentre avec une tige de métal. Bon, j'en ai pas amené avec moi. Je rentre avec une tige de métal et puis je rentre pour dépasser jusqu'à la tête ici. En fait, vous débouchez le tuyau. Ouais, si on veut. Et là, le poisson, nerveusement, il frétille. Il frétille. Donc, il faut bien le tenir. Il ne faut pas couper entièrement la queue. Non, parce que c'est. Voilà, juste inciser la moitié. Et puis toujours voilà. sur un bateau qui bouge. Il ne faut pas oublier. Ouais. Tac, tac. Et ensuite, le poisson, on le met dans l'eau parce qu'il saigne beaucoup. Il va se vider de tout son sang et du coup, le poisson, il va être nickel après. Voilà, ça c'est la méthode Ikijime. Quel intérêt de travailler de cette façon? Parce que c'est du boulot en fait, et puis avec des conditions de travail encore qui ne sont pas évidentes. C'est du travail, mais c'est aussi pour valoriser la chair du poisson. La technique Ikijime va permettre en fait de ne pas stopper la dégradation des chairs, mais ralentir cette dégradation. Et puis ça va donner un autre goût à la chair également. Et puis en termes de mâche, comme disent les cuisiniers, on a vraiment une autre matière dans la bouche. Alors, il n'y a pas un paradoxe parce que, encore une fois, moi je connais bien le secteur maritime et puis on le dit aussi souvent, pour manger du poisson frais, du poisson quasiment vivant, et puis vous ne le gardez pas vivant, aussitôt arrivé, clac, vous lui faites sa fête. Il n'y a pas une contradiction là-dedans? Non, je trouve pas. Hein. Ah non, mais je peux le stocker aussi et le garder vivant pendant quelques jours. Ouais, donc c'est aussi une manière, on peut le mettre en aquarium. Voilà. Voilà. Les Japonais, je sais que sur Paris, il y en a quelques-uns qui, eux, sont venus me chercher du poisson vivant. Ils repartaient avec un camion vivier avec plein de barres dedans, vivant. Et eux, après, ils les abattent à 2, 4, 6, 8 heures. Bon, ça, c'est des poissons, on peut garder ça en maturité jusqu'à 14 jours. Donc et le goût va changer tout le temps. Donc on est un peu sur le même processus, on l'a vu ce matin avec Yves-Marie Le Bourdonnec sur cette côte de bœuf qui a maturé 3 mois. Là on est un peu dans le même esprit. Là, c'est pour conserver en fait le poisson, c'est l'origine de la technique. Il a été pêché quand le poisson? Alors, il y a eu deux modèles, je vais dire. Il y a un qui a été abattu jeudi, et un vendredi, un hier. Donc c'est tout récent. Sont frais. On va laisser Christian maintenant intervenir. Est-ce que cette technique elle est aussi connue en Méditerranée? Non, personnellement je la connais pas et j'ai entendu que pour la première fois ici. Ce qui se fait de temps en temps, c'est effectivement de le mettre dans de l'eau avec l'oxygène pour les garder vivants jusqu'à la vente. Mais cette technique, non. Donc là, vous allez repartir avec un savoir sur l'Ikijime et on va voir les Marseillais. Christian Ki, vous aurez des poissons, des loups Ikijime à Marseille. L'intérêt aussi pour les pêcheurs, c'est de valoriser l'économie de leur travail à travers parce que ces poissons sont vendus plus cher. Ils sont plus chers. Ils sont plus chers et du coup, on voulait inviter Marc à venir à Marseille pour enseigner aussi ces techniques aux pêcheurs de Marseille. Ça va le faire avec les contacts qui sont pris. Est-ce que, et pour finir sur le poisson, et après on va passer sur la technique culinaire, est-ce qu'on peut faire cette méthode avec d'autres variétés? Vous êtes au Glénan, il y a de la vieille. Moi j'ai été dans ces eaux-là pêcher de la vieille avec les marins pêcheurs de l'Esconil, entre autres. Est-ce qu'on pourrait le faire sur la vieille, sur le lieu? On peut faire tous les poissons en fait, même les poissons plats, style turbo, sol, tout. Donc une mort cérébrale, on le vide du poisson, on le vide de son sang, pardon, et puis après, on vide le tuyau de la moelle épinière. Suivant les espèces, c'est le tuyau qu'il faut chercher. Mais on le met quand même dans la glace. Ah oui, tout à fait. Dans tous les cas de figure, il faut qu'il repose après dans la glace. Glacé. Voilà. Christian, c'est à vous maintenant. Qu'est-ce qui va se passer avec ce poisson Ikijime? En fait, ce que j'ai voulu vous présenter, c'est une technique japonaise qui s'appelle sashimi sugatamori. Oula, on reprend. Voilà, doucement. Sashimi, donc ça on connaît, sashimi, le poisson cru. Et sugatamori, c'est une technique où on montre le poisson entier avec son squelette. Et du coup, ça, je trouve ça assez beau parce qu'on voit, du coup, moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est aussi de montrer la beauté de la mer, aussi bien parfois la monstruosité que aussi la beauté. Du coup, la monstruosité, vous pensez à quoi? Une tête de lotte, par exemple? Parce que la lotte, sur les étals, elle est vendue sans sa tête parce que c'est le monstre à gueule ouverte.
Voilà, vous n'hésitez pas là, hop, à mettre une voilà, ouais, je travaille la tête de Baudroie, qu'on appelle là-bas. Et il y a un bouillon qui sort assez incroyable. Bon, voilà, et ça me fait plaisir que voilà qu'on rentre sur des expériences, que des poissons qui sont pas reconnus ou rejetés et qui ont malgré tout des qualités incroyables de goût et soit voilà, retravaillés, mangés. Allez-y, hop. Et donc là, parce que malgré tout, on est pris par le temps. Ok. Donc en fait, moi, j'écaille même pas. Alors, il me faudrait du papier. Attends. Moi, je l'écaille pas. Donc pas d'écaillage. Pas d'écaillage et je le vide même pas. C'est-à-dire, je vais le vider ensuite et au fur et à mesure. Donc, je gagne du temps et ça fonctionne comme ça. Donc, je passe. Il faut rentrer le couteau sur le dos et ensuite, je fais glisser la lame le long de son arête. Évidemment, il faut un couteau qui coupe. Voilà. On en revient aux propos d'hier avec Evan. On essaye d'enlever. On reste au-dessus de l'arête. Donc en fait, c'est comme si vous leviez un filet. Bon, je lève des filets. Ensuite, je montre juste. Hop. Là, une incision à partir de l'anus. Voilà, et je remonte ensuite. L'idée, c'est quand même de toucher le minimum le poisson, d'avoir un minimum de contact, de chaleur sur la chair et le moins de pression. Si je retourne. D'où garder les écailles. D'où garder les écailles, pas le passer sous l'eau du robinet, etc. Ensuite, retrouver un peu de prise, voilà, et ensuite refaire glisser le couteau. Donc ça, c'est pour ceux qui n'ont pas le couteau ou n'ont pas le coup de main comme vous pour lever les filets, on demande aux poissonniers de le faire. Ouais, c'est bien d'essayer de le faire. Après, c'est sûr que c'est pas très compliqué, mais ça demande en fait une pratique un peu régulière pour consentir, voilà, avoir un peu de sensibilité sur le couteau. Il faut surtout déjà avoir un bon couteau qui coupe. Hein, comme dans tout acte culinaire, il faut avoir le couteau qui va bien. Et sentir, ça se fait aussi au niveau tactile, la lame qui frotte sur les arêtes. On le sent, hein, lorsqu'on enlève un filet, on entend les petites arêtes qui coupent voilà. Sur le côté. Là, je pratique une incision au niveau des ouïes. Voilà. Donc là, j'ai incisé sur tous les bords au niveau ventral et dorsal. Et là, je vais lever les filets des deux côtés. Après, je peux... voilà, là, il y a des œufs. Donc là, les œufs, vous les réservez parce que les œufs de poisson sont bons. On peut les consommer. Voilà, en ce moment, sur les muges, ou les mulets, comme on dit à Marseille, on fait la poutargue. Oui, alors la poutargue, c'est les œufs qui sont fumés. Non, pas fumés. Pas fumés? Non, on les met au sel. Au sel. On les presse et ensuite on les fait sécher. D'accord. Donc, tout à l'heure, j'en ai prélevé un, j'ai prélevé quelques œufs et j'ai fait une petite sauce avec les œufs pour donner un peu de profondeur de goût. Voilà. Bon, je le ferai après. Donc les œufs, Marc, là on parlait tout à l'heure de reproduction. Là, est-ce que utiliser ou d'abord on ne sait pas quand on le pêche si le poisson s'il est mâle ou femelle. Si nous on voit parce qu'il y a derrière l'anus là il y a un petit. Ouais, mais bon alors vous l'avez, il est déjà pêché. Donc de toute façon, vous le gardez. Est-ce que c'est pas là non plus contradictoire d'utiliser du poisson grainé? Si. Mais sauf qu'on peut pas trop jouer là-dessus. Mais nous, on ne le pêche pas quand il est grainé. Là, c'est un fond de graines, mais il s'est déjà reproduit au printemps. Hein. C'est fini le frais depuis longtemps. Hein. La reproduction, c'est en avril, à peu près. Ouais, c'est mars, avril, février, mars, c'est les mois où on fait un repos biologique. Nous, on s'arrête de pêcher. D'accord. Sur cette espèce-là, on ne pratique pas du tout la pêche au bar.
Et là, oui, là, il est grainé. Vous verrez les ventes, ils sont gonflés. Hein. Ça, c'est un résidu, ça c'est rien. Donc, c'est rien. Non, parce qu'au mois d'août, il ne se reproduit plus. Non. Donc, pas de souci de ce côté-là. Alors que si, effectivement, vous achetez du bar au mois de février, mars, à des prix nettement moins élevés que du bar de ligne, bah, vous aurez des poissons qui sont, effectivement, comme dit Marc, gonflés et remplis d'œufs. Bah, ils sont pas bons déjà, et puis c'est une bêtise totale de taper dans une ressource qui est en train de se reproduire. Quoi. Donc, ouais, je suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'il soit pas bon. Un conseil, on va rester sur le bar de ligne. Non, mais voilà, c'est plutôt du bar de ligne. Non, c'est pas ça. C'est la question des œufs ou pas. Ah oui, les œufs. Sur la qualité de la chair. Malheureusement, je trouve que c'est bien plus gras en fait et plus intéressant lorsqu'ils ont les œufs. Lorsqu'il y a les œufs. Ouais. Si vous prenez par exemple des dorades royales, lorsqu'elles lâchent les œufs, le poisson est tout maigre. Je veux dire, les filets sont tout petits, il n'y a pas d'épaisseur. Et du coup, le goût est aussi moins intéressant parce qu'il y a moins de longueur en bouche. Donc là, on voit bien sur le poisson qu'il est très blanc, très peu de traces de sang, vraiment juste celles qui proviennent des viscères. Je peux avoir des ciseaux, s'il te plaît? Donc là, je vais lever la peau. C'est pour ça que c'est intéressant de garder les écailles, parce que la peau est plus rigide, plus ferme. Peut-être. C'est bien d'avoir la queue aussi. Du coup, on a plus de prise pour lever le filet. Et non, les écailles, il faut s'en méfier aussi, parce que le risque, c'est d'avoir des écailles sur les filets. Donc après, bien nettoyer avec son couteau. D'accord. Avec son couteau, Mais je trouve qu'on abîme, en écaillant, je trouve qu'on abîme quand même le poisson. Donc vous conservez la peau. Elle va servir? Non. Je vais mettre dans la plaque à débarrasser. Peut-être. Et donc, en fait, l'idée, donc la technique de sashimi sugatamori, c'est qu'on a le poisson entier sur lequel, en général, on utilise ce qu'on appelle aji. Donc c'est les sévereaux. Donc c'est beaucoup fait sur les sévereaux. Donc c'est un poisson, le sévereau, c'est un poisson qui coûte pas très cher. Sauf que pas très apprécié. C'est le chinchard. C'est le chinchard qu'on donne au chat. Voilà. Et qui est très estimé par les Japonais. Et comme quoi, en fait, c'est ça. C'est aussi des différences de culture. Et pas forcément de goût et de qualité parce que pour trouver du chinchard chez le poissonnier, c'est un peu compliqué. C'est un poisson qui est vraiment pas en odeur de sainteté, au moins en Bretagne Sud. Je me trompe, Marc? Du tout. C'est un poisson qui coûte rien. Alors c'est un poisson qui se pêche avec les sardines, avec les maquereaux. Hein. C'est un poisson qu'on appelle poisson bleu, de la même famille comme le thon. Mais en tout cas, en pêche amateur, on en pêche. Donc il faut le garder. Donc là, j'enlève l'arête centrale. Donc je divise les filets. Donc en fait, c'est comme nos amis bouchers qui travaillent derrière. C'est une technique de désossage. C'est ça. Donc l'idée, c'est qu'il n'y ait plus d'arête sur votre filet. Donc au doigt, on le sent. Éventuellement, s'il reste une arête, on utilise une pince à épiler et puis hop. Ouais, voilà, c'est le... Donc j'enlève cette petite peau qui était autour des viscères. Bon, on peut garder, pour faire un fumet de poisson par exemple, on peut garder là, les abats, la peau et les petits morceaux que vous avez coupés. Je fais des soupes de poisson, voilà, etc. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Là, au doigt, vous pouvez sentir que la cage thoracique
que les arêtes s'arrêtent au niveau de la cage thoracique. Donc ensuite, il n'y a plus d'arêtes. Les structures des poissons diffèrent selon les types de poissons. Donc l'idée, c'est de passer d'un côté et de l'autre pour retirer. Voilà. Bon, si la technique de travail du poisson vous intéresse, il y a quelques bouquins dans le commerce qui montrent bien comment parer le poisson. Vous trouvez ça dans tous les librairies spécialisées et je sais qu'il est aussi accessible. On trouve ce bouquin dans les comptoirs de la mer sur le littoral. Si vous allez du côté de la Turballe, par exemple, je suis à peu près sûr et certain qu'ils l'ont en rayon où ils montrent bien les différentes variétés de poissons et la manière de lever les filets, de travailler le poisson. Donc là, je vais nettoyer un peu le poisson pour qu'il soit plus présentable. Enlever les viscères, couper la cage thoracique. Souvent, la technique japonaise, ils ne passent pas autour de la cage thoracique, ils coupent directement dessus. D'accord. Moi, bon, vous, c'est la technique Christian Ki. Voilà. Donc une paire de ciseaux, tout simple. Ouais, on peut le faire au couteau aussi. Le ciseau, ça fonctionne bien. Plus pratique avec des ciseaux. Ouais. Alors, il existe aussi des ciseaux spéciaux pour le poisson, hein, avec des lames un peu plus épaisses. J'ai emprunté des couteaux à Gigi. Des couteaux dentelés. Mais ça va le faire. Alors, ça m'arrive d'utiliser les foies aussi. D'utiliser les foies des poissons. Bien sûr. Alors, il y a ce qui est très connu, au moins dans notre secteur, c'est le foie de lotte. Ouais. Hein, que l'on trouve réalisé par des pêcheurs amateurs du côté de Saint-Guénolé, mais pas seulement. Mais il y a je pense qu'il y a beaucoup de choses en cuisine à inventer, à explorer. Et, par exemple, l'autre jour, il y a un pêcheur qui il me donne des poissons, quoi. Et il me passe une torpille. Oui, donc un poisson venimeux, il ne faut pas toucher. Et, ça fait mal. Et les foies de la torpille, c'est juste incroyable. Je veux dire, les gens au restaurant ont goûté ça et ils ne savaient pas d'où ça venait. Voilà, donc, je pense en termes de saveur, d'exploration des choses, le monde de la mer a... Il y a encore des découvertes à faire. Mais carrément, quoi. Je veux dire, et de valorisation des produits. Tout à fait. Des poissons. Je dis ça parce que c'est vrai que dans mon restaurant, du coup, c'est un peu le jeu. C'est un peu ce jeu-là que les gens viennent rechercher, découvrir des choses. Du coup, je ne dis pas forcément le nom des poissons, toujours. Je préfère que les gens découvrent et ensuite mettre des noms sur les choses. Parce qu'autrement, on passe... Ça pourrait rebuter, par exemple, en disant ça c'est du foie de torpille, pour rester sur cet exemple. Les gens disent j'en veux pas. Je pense qu'en fait, dès qu'on dit souvent des noms, on met les choses dans les cases. Aussi, automatiquement... Pour reprendre l'exemple précédent du chinchard, c'est sûr que présenter dans les restaurants de Bretagne Sud du chinchard, il y a des clients qui vont tordre le nez en disant c'est quoi ce truc. Alors, pour accompagner Marc sur cette idée de conservation des poissons, je suis parti juste là au coin. J'ai commencé à glaner des herbes, des choses qui allaient construire, parce que je suis arrivé de Marseille avec mes couteaux, c'est tout. Et j'ai trouvé ça. Et ça s'appelle le bambou sasa. Oui. Et le bambou sasa, vous pouvez les trouver sur les... si vous avez déjà vu dans les restaurants à sushi, des petites feuilles en plastique verte qui ressemblent un peu à une feuille, c'est censé représenter le bambou sasa. En fait, le bambou sasa a une particularité d'avoir des agents antiseptiques, antibactériens. Donc on conserve le poisson avec le bambou sasa au Japon. Et là, il y en avait un peu dans le coin, là. Okay. Alors souvent, c'est des beaucoup plus grosses feuilles, elles sont à peu près grandes comme ça et larges comme ça. Et du coup, moi, je vais mettre 2-3 feuilles en dessous, le poisson à plat, recouvrir, mettre ça au frigo.
Et mon poisson garde sa fraîcheur plus longtemps. Alors, puisqu'on parle de végétaux, on a avec nous Olivier Durand, qui est maraîcher aux Sorinières à côté de Nantes, qui a travaillé avec des Japonais au Japon et qui cultive, qui a rapporté des semences japonaises et qui cultive certaines plantes. Tu les as avec toi, là, Olivier, peut-être que tu peux elles sont utilisées, là, elles vont être utilisées par Christian. Ouais, donc, ensuite, l'idée du sashimi Sugatamori, c'est normalement donc avec un cinchard qu'on va présenter comme si, alors parfois on leur ouvre la gueule, la queue ressort avec une tige de bambou, etc. Comme s'il sautait voilà, il était encore vivant. Et avec du daikon, du radis blanc, qu'on a mis dans une eau glacée, qui du coup transforme un peu le radis, le rend plus craquant et un peu moins fort. On va construire des petites buttes comme ça avec du shiso et on va construire ce que je trouve un petit jardin. Donc ça va me ramener à mon petit métier de paysagiste. Voilà, on y revient. Et donc moi, je m'amuse à construire des petits jardins selon les saisons avec les poissons. Donc Olivier, qu'est-ce qu'il y a comme légumes d'origine japonaise dans la cueillette là? Si. Ouais, on va faire en tempura. Donc ça, c'est en tempura. Et bon, voilà, on s'est baladé un peu dans le jardin potager. Il y a des fleurs, il y a aussi des merveilleux produits ici. Et une des feuilles de shiso akashiso. Alors Olivier, t'as pas de micro, donc là, de quoi s'agit-il? Là, moi, j'ai ramené, j'avais que deux choses que j'ai ramenées du Japon. Donc, j'ai vécu 1 an au Japon avec les maraîchers japonais. Et parmi les herbes qu'ils utilisaient pas mal, c'est le shiso. Donc, cette feuille très découpée qui peut être rouge ou verte. Voilà, ça, c'est le shiso vert. Qu'on mange notamment, ce qu'expliquait Christian, avec les poissons. Sur les fleurs. Voilà. Qu'on mange notamment avec les poissons qui peut être des sashimi, poissons crus, et on entoure le poisson d'une feuille de shiso. J'ai ramené aussi du nila, qu'on appelle aussi sibulai. Attends, je vais tenir le shiso. Hop. Voilà. Là, c'est la fleur de nila, qui est donc sibulai, parce que c'est un goût très aillé. La fleur, l'intéressant, c'est qu'il y a le sucre de la fleur. Donc, au côté aillé, on a un côté sucré en même temps qui peut être intéressant. Voilà, c'est 2 choses que j'ai ramenées en végétal. Après, je vois qu'il a pris aussi ça, qui est un œillet, mais qui s'appelle œillet tenuifolia et qui a le goût d'estragon. Donc la feuille a vraiment le goût d'estragon. C'est assez impressionnant. Et c'est peu connu, mais c'est très très joli. Tout ça, tu as trouvé dans le jardin d'à côté? Jardin à côté, avec parle bien dans le... Et oui, bah voilà, fallait... et aussi, du coup, j'ai construit une sauce avec le goël. Et on y revient au goël. Donc, on revient au goël, voilà, c'est un produit merveilleux. Alors j'ai rajouté un peu de jaune d'œuf pour l'épaissir, donner un peu plus de profondeur. D'accord. Voilà. Mais... On te laisse continuer parce que l'heure tourne. Allez. Donc il ne faut pas qu'on prenne trop de... Là on est à combien de temps? Trop de retard. Il ne reste plus rien, mais c'est pas grave. Il ne reste plus? Non, mais on fait comme s'il en restait. Ouais. Bon là je vais te construire un petit jardin sur le... Voilà, le jardin de Christian. Voilà, ça... Est-ce que, Marc, quand tu vois Christian, enfin vous connaissez parce que vous avez fait un atelier ensemble à une opération culinaire il y a quelque temps, est-ce que quand tu le vois travailler comme ça, ton poisson, ça te dit quoi? Je sais pas, je n'ai pas goûté. Moi, il faut que je goûte. Faut que je goûte. Non, mais dans la manière de faire, dans la manière déjà de procéder, ça de présenter le poisson. Ça me plaît bien. Moi, j'aime beaucoup le poisson cru, donc déjà, ça, c'est une chose. Et puis, je découvre en même temps. Hein. Et oui, ça me paraît intéressant. Et pour ce qui concerne la Méditerranée, comment est-ce que vous appréciez cette façon? Alors même si vous le connaissez un petit peu, puisque il est là-bas, il est chez vous, cette manière de travailler le poisson, ça me paraît quand même sortir des sentiers communs. Oui, tout à fait, c'est très artistique et créatif. Et Christian avait cuisiné une fois pour une réunion de pêcheurs. Et il a fait une bouillabaisse japonaise. Donc les pêcheurs au début étaient un peu surpris. Et on dit mais c'est pas comme ça que ça se fait. Et finalement ils ont goûté et ils ont trouvé ça très bon.
Mais bon, ça sortait de la cuisine traditionnelle. C'est vrai que voilà, je cache des traditions, je joue avec les choses. Voilà, c'est bon. Et donc, voilà, on a... Donc là, il y a eu quelques il y a préparations. un début de petit jardin là, qui est en train de se faire. Il y a eu quelques préparations antérieures. Le gouel qui va... Donc le gouel et le jaune d'œuf. De l'huile d'olive. Voilà, un peu de... Alors le gouel, on a vu tout à l'heure qu'il était entré en préparation. Tout vers 5 heures, on y reviendra. Il est dans l'étuve en ce moment, là, le gouel de la journée. Le gouel étant un gros lait de bretonne pinoire ou de bretonne ou de froment du Léon ou d'armoricaine. Hein. C'est un gros lait de race bretonne, de race bovine bretonne, ensemencé avec les ferments naturels des productions précédentes. Alors là, ce petit mélange... Là, c'est le petit mélange des œufs que j'ai prélevés des poissons. On l'a vu tout à l'heure, les œufs. Avec du piment d'Espelette des amis basques. Donc un clin d'œil aux Basques. Voilà, après, c'est un travail sur le regard, sur le jeu, sur les goûts, qui est de l'acidité, aussi cette notion d'umami. Alors l'umami, c'est, on va dire, pour faire là encore court, c'est le 5e goût qu'ont les Japonais en sus des nôtres. Nous, on a le sucré, le salé, l'acide et l'amer. Ouais. Et eux, ils ont l'umami. Enfin, on l'a tous, hein, et je veux dire, c'est présent partout. Ils l'ont identifié. Développé. Voilà. Ils l'ont identifié. Qu'on peut retrouver aussi dans des tomates séchées et d'autres choses, quoi. Et qu'on retrouve, là, pour ceux qui sont adeptes de la cuisine, vous retrouvez ce goût forcément dans la sauce de soja qu'on retrouve de plus en plus dans les magasins. Donc voilà. Alors là, j'avais fait cuire des œufs, des jaunes d'œufs dans de la sauce soja. Alors voilà, on y revient. Mais quand je dis cuire, en fait, j'ai juste mis mon jaune d'œuf dans la sauce soja. Il n'y a pas eu de cuisson, si ce n'est une cuisson au sel. Parce que la sauce soja contient une sauce salée. Voilà, même si on en trouve maintenant dans le commerce avec moins de sel. Et du coup, ça va amener cette petite note comme ça, où selon le temps de macération du jaune d'œuf dans la sauce soja va être plus ou moins liquide ou épaisse. Et donc, ça amène beaucoup d'onctuosité et pas mal de beauté, je trouve. Moi, ça me. Ah bah là, on le voit déjà, et vous le voyez à l'image, hein, le brillant de l'œuf avec la sauce soja. Alors, j'ai découpé en fines tranches. Alors, la table est un peu basse pour moi. Il y a un rapport de position du corps. Et le poisson est beaucoup trop dur. Le poisson est trop dur. Non, mais je veux dire, ou c'est le couteau qui coupe pas bien. Là, ouais, je suis parti en catastrophe depuis mon bateau sans aiguiser mes couteaux. Mais ça va le faire quand même. Mais c'est vrai que la technique d'Yukijime, quand même, durcit. Elle durcit le poisson. Durcit le poisson. Ça change la texture. Un petit peu de petite arête. Alors là, il y a un petit bout d'arête parasite. C'est pas, voilà, on continue. Si on sent quelque chose, à la découpe, on continue bien sûr. À la prélever, à l'enlever. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas d'arête en mâche une fois qu'on le mange. On le sent bien. Et là, on voit que, moi, je dis toujours aux gens qui me disent il y a des arêtes dans le poisson. Mais non, il n'y a pas d'arête dans le poisson. C'est parce que vous ne savez pas le travailler qu'il y a des arêtes. Mais bien travaillé, on sait, une fois qu'on connaît la structure du poisson, on sait comment enlever les arêtes. C'est ça, chaque poisson a des squelettes différentes. Et une fois qu'on les travaille, il n'y a pas plus d'arêtes dans le poisson qu'il y a d'os dans le beefsteak. Donc ensuite, voilà, soit j'utilise... Vous voyez des... Attends, c'est où? On va le faire à la plus traditionnelle que... Donc voilà, ça c'est des baguettes japonaises qui sont faites pour prendre le filet et les déposer. Donc on passe en dessous sans. Ah ouais, là quand même. Ouais. Et après. On pourrait pas faire ça avec une spatule. Ouais, bon, des fois je prends mon couteau, je prends en dessous. Voilà, parce que. Et voilà, non mais je veux dire, pour moi c'est un sport de combat la cuisine, hein, l'efficacité. Ouais, je sais, la sociologie aussi est un sport de combat, a dit Pierre Bourdieu. Mais donc voilà, et après je vais retravailler un peu sur des sauces, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et puis voilà. Et puis c'est tout.
Et puis c'est tout. J'ai une question sur la planche. Vous utilisez une planche de bois que vous avez été récupérée peut-être par là. C'est ça. On était voir les menuisiers. Élise, mon assistante, a été draguée à un des menuisiers qui a failli se couper un bras en la voyant. Et si la DSV vient nous voir, ils vont pas sauter au plafond en disant c'est quoi ce travail de mettre du poisson cru sur une planche de bois et les microbes. C'est toi qui vas t'arranger. Bon, là, on est sur une démo, mais c'est vrai que j'ai demandé des plateaux, mais il n'y en avait pas. Bon, alors on s'amuse et on est là. Donc on est sur une démo en restauration chez vous. Voilà, on va dire que c'est un poil plus structuré. Ouais, bordel. Hein. Ouais, mais un bordel organisé. Non. C'est voilà, quelques baies roses. Voilà, après, pour moi, c'est... Donc là, on est sur les poivres d'Olivier Rollinger. Olivier qui aurait dû être avec nous, mais il est parti ailleurs. Si, il est là. Bon là, Olivier Rollinger, par ici, s'il vous plaît. Je ne vous voyais pas. Il fait le timide. Hop. Je croyais qu'il ne voulait pas venir nous voir. Il était avec nous déjà ce matin, donc on sait bien que... Donc voilà, c'est une planche, ça goûte partout, mais c'est à peu près l'idée, quoi, de s'amuser, d'inventer... Voilà, c'est pas vraiment des recettes, c'est jouer avec... Excusez-moi, Olivier, je vous avais pas vu, vous étiez sage dans votre coin. Quelle appréciation vous avez de cette manière à la fois de conserver le poisson, la technique Ikijime, je suppose que vous la connaissez, et cette façon de travailler le poisson. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, justement, comme vous tous, j'ai pu apprécier cette présentation. D'abord le travail de nos amis pêcheurs, là, sans lesquels nous, les cuisiniers, on ne peut rien faire. Et puis cette dimension responsable de comprendre que le garde-manger, globalement, est en danger, mais plus particulièrement celui de la mer. Et que si nous, les cuisiniers, nous ne demandons pas les bons poissons aux pêcheurs, et si on ne permet justement pas aux pêcheurs de vivre de ce qu'ils encore peut pêcher, c'est-à-dire même des poissons qui ne sont pas reconnus avec des lettres de noblesse. Tout à l'heure, vous évoquiez le chinchard. Mais moi, maintenant, depuis 10 ans, et même dans un 3 étoiles, je mettais du chinchard. On pourrait évoquer le taco aussi. Hein. Le taco, la vieille, évidemment le lieu, évidemment le maquereau. 40% des poissons qui sont pêchés ne sont pas ramenés à terre. Voilà, ça c'est la réalité, parce qu'il n'y a pas de marché. Donc c'est quand même à nous d'être responsables dans notre achat, et puis évidemment d'acheter des poissons qui ont obtenu la taille pour se reproduire, des techniques de pêche responsables, la saisonnalité, évidemment, on parlait des périodes de frai, et puis surtout que cette pêche industrielle et qui pêche en haute mer cesse, pour laisser justement les pêcheurs des côtes, qu'elles soient de France, d'Europe ou du monde, de vivre de leurs produits. Et non pas des multinationales de construire des bateaux qui sont en train de piller les océans, et parce que ça n'a aucun sens. Donc il faut demander un moratoire pour que les océans du monde deviennent le patrimoine de l'humanité et que l'ensemble des océans puissent être des lieux de reproduction pour les poissons qui ensuite vont venir sur les côtes et vont permettre aux pêcheurs artisanaux de vivre de leur pêche décemment. Enfin, tout à l'heure, on parlait du bar. Moi, je trouve ça formidable de présenter le bar de cette manière-là et de présenter le bar. Mais il est vrai que on aurait amené un lieu de ligne. Eh bien, je pense que c'était aussi, d'abord, il y a plus de lieux que de bars. Deux, le bar, c'est moins cher, le lieu, c'est beaucoup moins cher que le bar. Et enfin, de demander à l'ensemble des cuisiniers, et quand je parle des cuisiniers, évidemment, je parle des professionnels, mais la très très grande majorité des cuisiniers, c'est vous. Ce sont les mamans, ce sont les papas, ce sont les grands-parents, qui nous cuisinons tous, nous nourrissons. Et nourrir de la mer, c'est pas n'importe quoi, c'est justement du gibier. Est-ce que vous pourriez imaginer qu'on puisse se nourrir de viande avec simplement ce que les forêts et les prairies puissent nous proposer? C'est pas possible. Eh bien, la mer, c'est un peu dans le même état. Donc, le bar, par exemple, que les pêches industrielles qui se font l'hiver, eh bien, nous les boycottons systématiquement. Nous demandons à ce que tous les restaurants ne commandent pas de bar l'hiver, un bar de chalut.
et au contraire pour pouvoir acheter des bars de qualité qui reviennent au moment où les eaux se réchauffent pour revenir. Pardon. Je suis un petit peu long, mais comme je n'étais pas là, et j'ai pu admirer et apprécier, c'est magnifique. Et puis moi ce que j'aime, c'est aussi la dimension, le métissage de la cuisine. Évidemment, il faut manger des produits de son pays, mais culturellement, la cuisine, elle est belle, elle est grande lorsqu'elle est métisse. Et vous voyez un peu là la notion du soja, notre ami maraîcher qui va à l'autre bout du monde pour aller trouver une autre graine, mais un petit peu comme les navigateurs bretons sont allés au cours des siècles chercher le haricot en Amérique du Sud, sont allés chercher la tomate, sont allés chercher l'ananas, sont allés chercher... Et la morue à Terre-Neuve. Donc voilà, c'est toute cette belle histoire, donc bravo. Bravo aux maraîchers, bravo aux pêcheurs, et puis bravo aux cuisiniers. Parce que tout ça, c'est la jolie chaîne du plaisir de bien manger. Merci Olivier, mais je voudrais excuser Marc pour le fait que ce soit du bar. Pourquoi c'est du bar et pourquoi c'est pas du lieu? Parce que quand on s'est eu au téléphone pour préparer cet après-midi, je lui ai dit ça serait bien que tu apportes du lieu, justement. Non, parce que je savais qu'il allait contester la présence du bar. Pourquoi le bar et pas le lieu? C'est tout simple parce que j'ai demandé à Christian ce qu'il préférait. Ce que j'amène, c'est tout. Ouais, mais tu m'as dit aussi, moi je pourrais amener du lieu, mais je suis obligé, là, dans le moment présent, au jour d'aujourd'hui, de modifier mes techniques de pêche. C'est vrai que ça change mes pratiques, moi, de travail, en fait. Alors, les techniques de pêche, tu étais engagé dans la pêche au bar. Direct et du coup, de choisir. Du coup, j'ai été sur une forme de facilité parce que j'ai du stress pour revenir sur scène, etc. Donc, j'ai pris... Et d'ailleurs, du lieu, je pose la question, je ne connais pas. Y a-t-il du lieu en Méditerranée? Alors, y a-t-il du lieu? Pas de lieu. Il n'y a pas de lieu. Donc là, tu aurais travaillé un produit tout à fait nouveau. Voilà, c'est toujours intéressant de découvrir de nouvelles choses, mais voilà, on se retrouve un peu sur scène, on n'a pas le temps, on arrive... voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas été sur cette pratique. Mais c'est vrai, moi d'habitude, je ne prends jamais de loup en Méditerranée. Parce que justement, je suis dans cette... je veux rentrer dans une découverte d'autres poissons et m'amuser et montrer que la beauté, nous en tant que cuisiniers, il y a effectivement une responsabilité aujourd'hui par rapport à notre environnement, mais aussi c'est de montrer que tous ces cadres qui peuvent être contraignants ne le sont pas vraiment en fait. On peut vraiment sortir de la beauté du bon à travers ce qu'il y a. Et voilà. Donc juste un dernier mot, parce que je crois qu'on a tous été un petit peu au-delà du temps. Non, c'est bon. Se rappeler dans l'histoire comment on a établi des degrés de qualité sur le poisson. Alors, qu'est-ce que la qualité? Alors, on peut dire c'est la dimension organoleptique, le goût, le bon goût. Bien, dans l'histoire, le poisson, la qualité, c'était pas le goût. C'était tout simplement la faculté de pouvoir se conserver. Parce que évidemment, on ne pouvait pas faire des glaçons. La chaîne de froid, ça n'existait pas. Et pour emmener des poissons là où se trouvaient les nantis, à Paris, eh bien, il fallait partir en diligence, en chariote. Et quels sont les deux poissons qui se conservent le mieux? Je parle de la Bretagne. Qui se conservent le mieux? Le roi, le turbo, même qui se conserve mieux que la barbu. Et enfin, la sole. La sole, on pêche une sole de 400 grammes, on va pas la cuisiner le jour même. C'est pas possible. Donc, c'est bien pour des facultés de conservation et non pas parce que c'est très bon. Parce que les pêcheurs, comme nous, les cuisiniers qui vivons au bord de la mer, on sait très bien que tous les poissons qui sortent de l'eau sont absolument délicieux. Alors, il y a une chose évidemment qu'il faut absolument améliorer, c'est le moment où les poissons sont pêchés et le moment où les poissons sont consommés. Je parle du poisson frais. Parce qu'aujourd'hui, la dernière étude fait savoir que en qualité de poisson frais, eh bien, la moyenne, c'est 11 jours. Vous imaginez? Est-ce qu'on peut considérer qu'un poisson qui a 11 jours et qui n'est pas équigimé puisse être de qualité? Voilà. Donc, un vrai travail, il ne s'agit pas de pointer du doigt ni les surtout pas les pêcheurs, encore moins les marailleurs, ni les poissonniers, ni les mangeurs que nous sommes, ni les cuisiniers. Mais je crois qu'il faut sensibiliser l'ensemble nous sensibiliser les uns les autres par rapport aux problématiques de la pêche et de comment allons-nous nous nourrir de la mer demain. Merci Olivier, merci Christian. Merci Marc et merci Isabelle. Et puis merci Cécile pour l'intervention et Olivier pour les légumes. Et puis on se retrouve dans un petit quart d'heure pour l'atelier suivant